Bien le bonjour les Inxios et aujourd'hui une vidéo pause café. J'ai décidé d'imaginer un jeu vidéo Aquaman, voilà c'est la première fois que je fais ça. J'avais pour habitude sur cette chaîne d'imaginer des scénarios éventuels pour des films. Mais là je me suis régalé en créant mon propre jeu Aquaman. Alors sur le papier évidemment je ne suis pas développeur de jeu malheureusement. Puisque en plus d'être mon super héros préféré, voilà je le dis comme ça c'est fait. Eh bien, je pense qu'il s'agit là du personnage probablement le plus adaptable, le plus facilement adaptable pour un jeu vidéo. On va voir ça, j'ai toutes les idées, j'ai tout mis sur papier. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, ça nous changerait des éventuelles licences Batman. Voilà. On en a jusque là. Et ça nous épargnerait d'un catastrophique Suicide Squad Kill the Justice League. Voilà. Donc il y a autre chose à faire avec les personnages de DC et je vais vous le prouver. Un jeu vidéo Aquaman, imaginez ça les petits gars. Alors on va découper cette vidéo en plusieurs gros chapitres. Le premier chapitre concernant l'environnement de jeu. Donc évidemment une carte composée à 75% d'eau en open world, hein, voilà je le précise pas mais ça sera de l'open world. Composée à 75% d'eau et 25% de terre. Donc là l'idée c'est de reproduire finalement les mêmes proportions qu'on a déjà sur la planète Terre. Le milieu aquatique serait découpé en plusieurs sous-zones. Une zone marécageuse, dans laquelle on rencontrerait des alligators, des piranhas, etc., des anacondas, pourquoi pas, qui déboucherait sur une rivière, qui déboucherait elle-même sur la zone océanique, la zone principale du jeu, avec des orques, des baleines, des cachalots, des espadons, des mérous, des dauphins, des requins, des méduses, des pieuvres, etc., etc. Dans cette zone océanique, très profondément, on y trouverait la zone abyssale. Donc là, l'idée, ce serait d'imiter évidemment la fosse des Mariannes, cette fosse océanique extrêmement profonde qui descend à quasiment 11 km de profondeur. C'est l'endroit le plus profond sous la mer et c'est beaucoup plus profond que n'est haut l'Everest. Donc c'est pour ça que ça pourrait être super cool de pouvoir descendre dans le jeu au fin fond de cette fosse et on y rencontrerait évidemment toute la faune. À savoir les poissons pêcheurs, donc ça c'est les petits poissons, vous savez, avec la lanterne qui font de la lumière. On y rencontrerait des poissons fantômes, des barrelets, des pieuvres Dumbo, des requins gobelins, bref, beaucoup d'espèces animales que l'on ne trouve finalement que dans la fosse des Mariannes, et qui n'ont encore d'ailleurs pas révélé tous leurs secrets. Une zone que j'ai appelée, donc évidemment dans la zone abyssale, inutile de préciser qu'il ferait nuit noire et que ce serait très difficile pour le joueur d'y progresser, probablement une zone très haut level. Ensuite, nous aurions la zone que j'ai appelée la jungle sous-marine. Donc là, ce serait une zone essentiellement composée de végétation aquatique, d'algues en tout genre, une végétation très dense et on pourrait s'y perdre facilement. Voilà, ça serait une jungle mais sous l'eau. On aurait une grande plaine façon Mad Max mais sous la mer avec beaucoup de carcasses de navires, beaucoup d'épaves, on appellerait ça le cimetière des navires, beaucoup d'épaves à fouiller. Je reviendrai sur l'aspect exploration dans cette vidéo, vous inquiétez pas. On aurait une zone volcanique avec des geysers, beaucoup de rocailles, beaucoup de rochers, du corail, voilà, donc une zone dans laquelle il serait difficile d'évoluer pour le coup, en tout cas au début du jeu. Et puis on aurait évidemment l'Aqua Cave, puisque Arthur a sa propre Aqua Cave. Donc le repère d'Arthur, c'est une grotte sous-marine dans laquelle on pourrait entreposer toutes les récompenses obtenues dans le jeu sous la forme de trophées, tu sais, un tableau de chasse quoi. Voilà, les armes des ennemis, des trophées, des objets, des souvenirs retrouvés dans le jeu. Et dans cette base, on pourrait améliorer et customiser notre personnage. Je reviendrai sur cet aspect-là du jeu plus tard. Et puis on aurait évidemment sous la flotte, dans un endroit tenu secret de tous, la ville d'Atlantide, immense ville magnifique, mais qui serait inaccessible avant la mission finale. On ne pourrait que la voir de loin et elle serait entourée de cette barrière de protection invisible que vous pouvez voir dans Underworld, que je conseille pour Aquaman Rebirth. Voilà. Donc on ne pourrait pas avoir accès à à Atlantide, avec notre personnage d'Aquaman. Cela serait justifié par le scénario évidemment. Jusqu'à la mission finale. Et puis donc on aurait
Après le milieu aquatique, le milieu terrestre, beaucoup plus petit, beaucoup moins conséquent, avec d'une part Amnesty Bay, donc on imagine une petite ville peuplée de PNJ qui vont et viennent à leurs occupations habituelles. Une DA qui rappellerait fortement les villes portuaires du Maine, les petites villes que vous avez dans les bouquins de Stephen King, hein, voilà. Donc vraiment cette ambiance du littoral du Maine. Et puis évidemment le phare du père Curie au bord de la mer, voilà, dans lequel on pourrait évidemment venir se reposer et qui ferait office d'aquacave, mais pour la zone, non pas océanique, mais pour la zone terrestre. Voilà, ce serait notre repère dans lequel on pourrait faire exactement les mêmes choses qu'on fait dans l'aquacave, mais pour le coup lorsqu'on est chez les humains. Voilà. Alors j'ai noté que sous la mer, chaque zone possède sa propre faune et flore, c'est-à-dire que tu ne trouves pas les mêmes espèces animales partout. Voilà, par exemple les anacondas, tu n'en trouveras que dans les marécages, et les poissons lanternes, là les poissons pêcheurs, tu n'en trouveras que dans la fosse des Mariannes. Mais il y aura quand même certaines espèces qui pourront transiter d'une zone à l'autre, par exemple les requins, tu en trouveras un peu partout. Pas dans les marécages, on est d'accord, mais voilà, le but ça serait d'être quand même logique, cohérent. Et pareil pour les espèces végétales qui auront une importance capitale, voilà, et je reviendrai là-dessus. Dans ce jeu, donc pareil, les espèces végétales, il y en a qui seraient propres à des zones, quand bien même il y en aurait d'autres qui seraient un petit peu, qu'on pourrait trouver un peu partout dans le jeu, quoi. Et sur Terre, j'ai marqué présence de PNJ dans les rues d'Amnesty Bay, voilà. Et sur des bateaux au-dessus des océans, on aurait pas mal d'activités, que ce soit donc en tant que piéton dans la ville, mais également en tant que plongeur, que baigneur aux alentours du port d'Amnesty Bay, quoi, voilà. Des gens qui font du surf, enfin peut-être pas du surf, mais en tout cas du jet ski, ce genre de conneries, des activités maritimes, quoi. Et quelques plongeurs qui seraient aperçus dans les eaux peu profondes. Évidemment, plus on descendrait en profondeur et plus on s'éloignerait du littoral et moins on rencontrerait de PNJ dans la flotte, c'est tout à fait logique. Dans ce jeu, il existerait plusieurs types d'objets à collecter tout au long du jeu, parce que moi j'adore faire la chasse aux objets dans les jeux en open world, donc ils seraient éparpillés et cachés dans les zones. Donc par exemple, on aurait des pages de comics à récupérer, et ces pages de comics, une fois qu'on les trouverait, elles résumeraient les meilleurs arcs d'Aquaman de 1941 à nos jours, tout serait résumé sous nos yeux. Ou parfois, elles se contenteraient de nous afficher de belles covers, voilà, pour remplir notre collection. Donc des pages de comics à récupérer, et puis des réserves d'expérience. Donc là, comme leur nom l'indique, il s'agirait de réserves de points nécessaires pour upgrader le personnage, pour level up son niveau, et ces points permettraient d'acheter de nouvelles compétences. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et troisième type d'objet à trouver, à dénicher dans le jeu en se baladant, il y en aurait partout, on imagine qu'il y en aurait qui seraient perdus au fin fond de la jungle sous-marine, il y en aurait qui seraient planqués dans les épaves des bateaux, enfin voilà, faudrait vraiment fouiller le jeu. Donc ce troisième type d'objet collectable serait des skins pour personnaliser son personnage, donc des coupes de cheveux, des styles de pilosité faciale, des couleurs et puis des costumes évidemment. Donc ce serait super cool de pouvoir débloquer des costumes, par exemple qu'on a dans le run de Peter David sur la deuxième partie, quand il a juste sa manche de métal là et qu'il est torse nu. Enfin voilà, l'idée ce serait de trouver pourquoi pas des costumes des films Justice League et du film officiel. Enfin voilà, l'idée ce serait, comme dans n'importe quel bon jeu de super-héros, pouvoir changer de costume en les trouvant. Deuxième gros chapitre, pas des moindres. Après donc l'environnement de jeu que nous avons détaillé, eh bien nous passons au game design. Il y aurait plusieurs choses à faire dans le jeu, évidemment. La chose la plus importante, c'est évidemment le scénario principal, voilà. Les missions du scénario scriptées qui déboucheront sur 2 fins possibles, je reviendrai là-dessus. Deuxième chose à faire dans le jeu, les objets à collecter dont on a parlé juste avant, pour une progression globale à 100%. Troisième chose à faire, il s'agirait d'événements aléatoires qui se déclencheraient en fonction de plein de choses, voilà, qui repoperaient, j'ai envie de dire, de manière infinie. Donc là, je me suis inspiré du jeu vidéo Spider-Man 2, dans lequel tu as toujours des civils à sauver d'un accident de bagnole, ou des trucs à droite à gauche à faire. Donc là, l'idée, ce serait d'avoir des événements aléatoires qui se déclencheraient un peu partout, que ce soit sur Terre ou sur mer. Et j'en ai noté quelques-uns. Pour exemple, on pourrait avoir des animaux en détresse, pris dans des filets de pêche, ou blessés tout simplement, avec des harpons, tu sais, dans les chairs. Donc il faudrait secourir un animal blessé et lui prodiguer des soins, l'emmener en lieu sûr.
On aurait la chasse aux pêcheurs. Donc là, l'idée, ce serait de mettre hors d'état de nuire des équipages de braconniers et de détruire leurs navires. Des baleiniers, par exemple, qui massacrent dauphins, baleines et requins, tu sais, qui leur coupent les ailerons et qui leur foutent à la flotte. Donc là, l'idée, ce serait de leur déglinguer la tête, avec le respect, toujours. On aurait des civils en danger. Des civils en danger, donc là on aurait des nageurs qui se sont trop éloignés des côtes, à sauver de la noyade, on aurait des blessés à sauver à la suite d'accidents divers dans Amnesty Bay, voilà, comme ça nous permettrait d'avoir un gameplay terrestre. Oui, parce qu'il y aura deux gameplays dans le jeu, il y aura un gameplay aquatique, un gameplay terrestre. Des baigneurs attaqués par des requins, ou des navires attaqués par des créatures de la fosse, voilà, qui seraient évidemment dans le jeu. Et puis une dernière chose à faire, des courses aquatiques, voilà, pourquoi pas de temps en temps, se taper un petit contre-la-montre sur un parcours bien défini. Quatrième gros point du game design, ce serait les analyses environnementales. Ouah, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'idée, ce serait qu'il faille analyser tout ce qu'on trouve dans le jeu, qu'il s'agisse de la faune ou qu'il s'agisse de la flore. Donc pour la faune, chaque créature du jeu devra être approché d'assez près, voire même combattu s'il s'agit de prédateurs comme des requins ou des piranhas, afin d'être analysé. Voilà. Et le système d'analyse, en fait, ce serait une barre de chargement à monter à 100%, donc ça prendrait du temps, ce serait très compliqué en fonction des espèces. Plus le poisson est petit, plus c'est facile de l'analyser, plus le poisson est dangereux ou gros, et plus ce serait difficile de monter la barre à 100%. Si vous avez joué à Subnautica, vous comprendrez d'où vient l'inspiration. Et l'idée donc ce serait d'analyser toutes les espèces animales du jeu. Alors, le fait d'analyser des animaux, ça apporterait deux choses. Première chose, la plus importante, ça apporterait le pouvoir de les contrôler par la suite. À partir du moment où tu analyses par exemple un requin marteau, ça va être compliqué parce qu'il va falloir se battre contre lui. Je vais vous expliquer pourquoi après. Tout ça sera justifié par le scénario. Mais par exemple, tu défais un requin marteau. Alors évidemment, tu ne le mets pas à mort. On parle d'Arthur Curry, donc juste tu le soumets. Tu l'analyses à 100%. Et là, il devient contrôlable. Et à chaque fois que tu rencontreras un requin marteau plus tard dans le jeu, tu pourras le contrôler. On reviendra là-dessus. Donc ça, c'est le premier intérêt de l'analyse. Très importante de ce fait. Et de deux, ça débloquerait des petites fiches d'informations qui t'expliqueraient l'animal en question, voilà. Parce que moi je suis friand de découverte, je suis friand d'apprentissage, et j'aime bien dans les jeux quand on me dit, voilà, le requin blanc il évolue, il est là sur la planète depuis telle année, il évolue dans les eaux de tel océan, machin. Voilà, des petites informations comme ça à savoir pour enrichir votre culture personnelle. Et on ferait exactement la même chose avec les espèces végétales du jeu, il y en aurait plein. Chaque espèce devra être analysée à 100%, donc là ça sera beaucoup plus simple, et pourra ainsi servir au craft d'items de buff. Donc en fait l'idée c'est d'analyser des algues, des plantes, des récifs coralliens, ce genre de choses, des minerais pourquoi pas, et une fois qu'on les analyse à 100%, on va pouvoir savoir comment s'en servir. On saura comment s'en servir et on pourra crafter des items qui amélioreront temporairement, je dis bien temporairement, la vitesse de nage, la puissance des coups, la portée du sonar, je reviendrai sur le sonar, la durée de contrôle qu'on a sur les animaux, la résistance physique aux balles et aux autres blessures, l'endurance du personnage, donc l'énergie, et puis la régénération de santé. Cinquième gros point du game design, des combats de boss. Donc on rencontrerait dans le jeu les principaux super vilains du Aquaverse dans des zones à chaque fois différentes. Par exemple le Fisherman, tu le rencontrerais pas au même endroit que tu rencontrerais Black Manta, etc. Donc chaque super vilain serait affilié à une zone, ce serait un petit peu le boss final de la zone. L'inspiration vient de Mad Max, l'excellent jeu vidéo Mad Max que je vous conseille de faire, où tu as un désert immense à perte de vue qui est découpé en plusieurs zones, et dans chaque zone il y a un boss à affronter. Donc là l'idée ce serait de faire la même chose. Et donc ce seraient des missions scriptées ou non, voilà, liées au scénario ou non, et qui déboucheraient sur des combats de boss. Donc on aurait par exemple Charybdis qui serait sur Terre dans la zone marécageuse avec les piranhas, pour ceux qui ont lu Peter David. On aurait Black Manta dans la zone océanique, on aurait Orm qui serait le boss final du jeu et qui se trouverait à Atlantide, et on aurait par exemple le Scavenger dans le fond de la fosse. Enfin voilà. Troisième gros chapitre, le gameplay.
Alors le gameplay ce serait essentiellement de l'exploration à la nage et à pied pour les parties terrestres, parce qu'il y aurait aussi des trucs à découvrir dans Amnesty Bay, quoi, dans la ville, tu aurais aussi des costumes à débloquer, voilà, des collectibles à trouver. Il y aurait des phases de combat en beat'em all, façon Spider-Man 2, façon Batman Arkham, voilà, tout ce qui se fait généralement dans les jeux de super-héros où t'as 15 mecs qui te chargent et puis tu leur mets des roustes, quoi. Évidemment, le système de combat différerait en fonction de si on est sous l'eau ou si on est sur terre. Voilà. Forcément, c'est pas la même posture, c'est pas la même façon de se tenir, c'est pas la même façon d'interagir avec l'environnement. Donc là, il faudrait que ce soit bien défini. Le joueur fait évoluer son personnage en partant de rien. Le scénario justifie un départ au level 0. On commence, on est au level 0 et le but c'est d'arriver au level 10 dans plusieurs stats. Au départ, Arthur possède toutes ses stats à 0, c'est le début du jeu, sauf l'endurance et la résistance physique. Parce que la résistance physique, c'est sa condition d'Atlante qui lui confère cette résistance, donc du coup on va pas lui enlever. Pareil pour l'endurance, hein, voilà. Donc l'idée ce serait qu'on ait 5 stats principales. La force, level 0, donc qui concernerait la puissance des coups portés pendant les attaques. La vitesse qui serait également à 0, donc là c'est tout simplement la vitesse des coups portés et puis surtout la vitesse de déplacement du perso. La résistance qui elle serait à 5 sur 10, donc on pourrait encore l'améliorer mais on pourrait pas descendre en dessous de 5. Résistance physique de par sa condition d'Atlante. L'endurance qui serait également à 5 pour les mêmes raisons, donc là c'est une barre d'énergie, il y aurait une barre d'énergie un petit peu à la manière d'un Dark Souls, où tu pourrais pas te contenter de beugner tes ennemis comme on peut le faire dans un Batman Arkham. Là tu aurais une barre d'énergie à prendre en compte qui réduirait forcément en fonction de tes mouvements, de tes déplacements plus ou moins rapides, des coups que tu portes, et du coup quand elle arrivera à 0, il faudrait attendre qu'elle se recharge. Bon, c'est quelque chose de très rapide pour ceux qui ont joué à Dark Souls, une fois que la barre est à 0, t'attends 3 secondes, elle se recharge. Hein, voilà. Faudrait pas que ce soit relou comme dans un Skyrim par exemple en début de jeu. L'intelligence qui serait à 0 au début, donc il serait neuneux le mec si tu veux, mais l'intelligence qui est la dernière stat, elle serait à 0, pareil, on pourrait la monter jusqu'à 10, et elle concernerait le sonar, donc la durée et la portée du sonar, mais également la durée de contrôle animal. Je reviendrai sur tous ces trucs, vous inquiétez pas. Le joueur débloque au fur et à mesure dans son Aqua Cave ou dans le phare d'Amnesty des combos, des coups spéciaux, soit en les achetant, soit en les trouvant en explorant. On pourrait en trouver également en explorant des coups spéciaux, des combos, des trucs, mais le principal ce serait de les acheter en fonction de notre évolution. Par exemple, si tu es level 7 en force, ça te débloque des coups que tu peux acheter quand tu es dans ton Aqua Cave ou dans le phare. Le joueur dispose d'un sonar, donc ça fait partie des super pouvoirs du personnage. Donc c'est un équivalent de vision détective pour ceux qui ont joué au Batman Arkham. C'est exactement le même principe que le sonar du requin dans Man Eater pour ceux qui ont joué à Man Eater. C'est quelque chose qu'on a dans quasiment tous les jeux vidéo en open world. Système de sonar, on l'a dans Red Dead 2, c'est la vision de l'aigle ou je sais plus quelle connerie qui te permet en fait de faire le focus sur des choses importantes autour de toi. Donc le sonar c'est une espèce de vision détective dont il pourra améliorer la portée et la durée, voilà, ainsi que le délai de rechargement en améliorant la stat de l'intelligence, mais également en consommant des items craftés. C'est juste que quand tu améliores ton intelligence, ça t'améliore de manière permanente ton sonar, alors que quand tu bouffes des items, voilà, des végétaux, des trucs, là pour le coup ça n'est qu'un buff temporaire de quelques secondes. D'où l'importance de monter toutes ces stats. Le sonar permet de mettre en surbrillance les éléments importants dans un champ autour du joueur ainsi que la faune. Tous les animaux se trouvant dans le sonar et déjà analysés à 100% pourront être contrôlés par le joueur. La durée dépendra de l'intelligence. Alors attention, je reviens là-dessus. Par exemple, si tu déclenches ton sonar et qu'autour de toi tu as 3 requins marteaux, 2 baleines, des crevettes, tu n'auras le choix de contrôler qu'un seul d'entre eux, parce que j'essaie de réfléchir aussi dans ce qui est faisable et non faisable, parce que c'est bien beau de donner des idées, mais à un moment, le jeu vidéo, comme n'importe quel média, il est soumis à des contraintes, et on peut pas tout faire ce qu'on veut, donc j'essaie de réfléchir sur des choses qui seraient faisables, envisageables. Donc là l'idée ce serait de déclencher le sonar, tu as le choix entre plusieurs trucs,
Voilà, tout ce qui passe dans ton champ de vision, tout ce qui passe dans ton sonar, tu peux les contrôler si analysés à 100%, sinon tu ne peux pas, je le répète. Et en plus de ça, si tu ne les as pas analysés à 100%, ils sont hostiles. Ça, très important, c'est-à-dire qu'au début du jeu, les requins ils vont chercher à être bouffés. J'expliquerai pourquoi par le scénario, vous en faites pas. Donc voilà, si toutes les espèces analysées à 100% qui se trouvent dans le sonar sont contrôlables, on ne pourra en sélectionner qu'un seul spécimen, sinon ce serait trop craqué, t'imagines, toi t'arrives avec 3 baleines et puis 2 requins blancs, bon. Voilà, faut quand même qu'il y ait des limites. Et alors là, quelque chose de très intéressant, arrivé à la moitié du jeu, donc il y aurait quelque chose qui se passerait dans le scénario, le joueur pourra opérer pour 3 arbres de compétences, seulement un qui sera améliorable, c'est-à-dire que tu ne pourras améliorer qu'un. Si tu choisis tel arbre, tu ne pourras améliorer que cet arbre-là, et du coup tu feras une croix sur les 2 autres, donc attention au choix. Ces 3 arbres de compétences sont le harpon. Donc là l'idée, ce serait un hommage au run de Peter David, où Aquaman se faisait dévorer la main par des piranhas, et il remplaçait cette main perdue par un harpon, qui, alors j'en suis pas encore là dans le run de Peter David, pour l'instant c'est juste un harpon, il s'en sert comme une épée finalement, mais de ce que j'ai pu voir sur des couves, après le harpon il est carrément, tu sais, avec la corde et tout, là, tu peux le projeter quoi. Donc l'idée ce serait d'avoir ce harpon là, sur la main gauche. Donc si tu optes pour le skill tree du harpon, tu dis adieu à ta main gauche, et tu gagnes un harpon à la place, que tu pourras améliorer. Donc au début ce sera juste, comme j'ai expliqué, une lame, et puis après tu pourras rajouter la corde pour embrocher tes ennemis à plusieurs dizaines de mètres. Il débloquera des perks, on appelle ça des perks dans le monde du jeu vidéo, des aptitudes, pour ceux qui ont joué à Skyrim ou à RPG, et des combos pour le harpon main gauche déployable. Voilà. Évidemment, il y aurait des moves qui seraient pour le gameplay terrestre, que tu pourrais faire uniquement quand tu te bats sur tes 2 jambes et que tu es sur terre, et il y aurait des moves que tu pourrais utiliser uniquement quand tu es dans l'eau. Ensuite, on aurait un autre arbre de compétences, donc si vous souhaitez conserver vos 2 mains, vous pouvez opter pour le trident, qui est l'arme classique d'Aquaman. Donc même principe, le but du jeu c'est d'améliorer le trident, d'améliorer les combos qu'on fait avec le trident, aussi bien sur terre que sous la mer. Et puis donc voilà, vous pouvez opter pour ce skill tree. Et sinon, il y a le skill tree Aquaman classique où il n'a pas d'arme. Voilà, juste ses mains, et donc là forcément tu as accès à beaucoup plus de combos, beaucoup plus de coups spéciaux, et tu fais beaucoup plus mal en utilisant uniquement tes points. Donc le harpon c'est le Aquaman de Peter David de 95, le trident c'est le Aquaman de Peter David de 98. Il faut savoir que Aquaman, la première fois qu'il a eu un trident, c'est très vieux, c'était pendant, j'ai envie de te dire, à l'âge d'or. La première fois qu'on l'a vu avec un trident, c'est très vieux, soit l'âge d'or, soit l'âge d'argent, il faudrait que je me renseigne, mais c'est très très vieux, mais il ne s'en est pas véritablement servi comme arme. Voilà. Et la première fois où vraiment Aquaman s'est servi d'un trident comme d'une arme, où c'est devenu vraiment quelque chose d'emblématique, c'est toujours sous la plume de Peter David. En 98 pour le coup. Donc c'est assez tard quand même, c'est assez tardif. Et puis le skill tree main nue, je l'ai appelé le Aquaman original. Il y aurait un système de karma. En fonction de ses actions, si tu assommes tes ennemis, ou si tu les tues, si tu tues gratuitement des animaux, voilà. Je vais dire à quel moment Arthur fait ça, enfin bref, Arthur sera plus ou moins bien perçu par son peuple, les Atlantes, et par les humains. Donc attention, avec un karma mauvais, les Atlantes ne l'aideront pas à reprendre le trône d'Atlantide et Mera le quittera. Le jeu sera beaucoup plus difficile durant la reprise d'Atlantide. Le joueur sera chassé par les forces de l'ordre humaine, forcément. À partir du moment où tu foutras un pied sur terre, tu auras de l'armée et puis les flics qui viendront te casser les couilles. Et quand tu arriveras dans la ville, les PNJ te fuiront. Voilà, les PNJ humains te fuiront, ils auront peur de toi. Donc ça c'est si tu as un karma mauvais. Si tu as un bon karma, les PNJ Atlantes prendront part à ton combat, la mission finale sera beaucoup plus simple et tu seras adulé par les humains. À la fin du jeu, le mauvais karma au maximum, donc à moins 100, empêchera à Arthur de prendre le contrôle d'Atlantide. Le scénario s'arrêtera là, Mera partira et le joueur ne pourra jouer que pour explorer. Atlantide redeviendra inaccessible.
l'idée, c'est que la ville d'Atlantide soit sous le contrôle d'Ocean Master. Je vais l'expliquer dans la partie scénaristique. Et durant tout le jeu, on ne peut pas accéder à Atlantide, puisque comme je vous l'expliquais, elle est enfermée derrière cette prison de verre. À la fin du jeu, lorsque tu reprends le contrôle de l'Atlantide, tu brises ce sort de protection, et tu arrives enfin dans Atlantide. C'est la première fois que tu vois Atlantide dans le jeu, et là tu dois te battre contre Ocean Master qui a pris le contrôle, qui a pris le trône. Si jamais tu as un karma à -100 à ce niveau-là, tu pourras affronter et défaire Orm, mais les Atlantes ne voudront pas de toi en tant que roi. Et à partir de là, ils refermeront leur ville et te chasseront à nouveau. Et là, le jeu sera terminé, scénaristiquement parlant. Tu pourras, comme dans n'importe quel bon open world, continuer à jouer pour ramasser les trophées, les conneries à droite à gauche et continuer à sauver des gens ou pas. Enfin bref, à faire les choses qui repoperont à l'infini. Mais tu ne pourras plus retourner dans Atlantide et tu perdras de ce fait tous les objets cachés dans Atlantide. Les skins, les combos, les coups spéciaux, les pages de comics, tous les objets collectibles qui sont à Atlantide, tu les perdras. Donc attention à ce que tu fais. Par contre, si tu arrives à la fin du jeu avec un karma à 100, donc bon karma, vraiment le super-héros par excellence, Atlantide sera visitable, tu deviendras le roi d'Atlantide, tu auras le contrôle sur cette ville. Alors il n'y aura pas de mission ou quoi, voilà, ce sera juste gadget, une fois de plus je le répète. Mais là tu pourras avoir accès aux zones cachées de l'Atlantide, aux objets qui sont disséminés ici et là, les skins, les coups spéciaux et tout le bordel. Et Mera restera. Donc voilà pour ce qui est de ce système de karma, vous me dites ce que vous en pensez. C'est optionnel, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire un jeu Aquaman où t'es un super-héros et point barre, basta quoi. On te laisse pas la chance de faire le mal. C'est vrai que de faire le mal avec Arthur, je vois pas l'intérêt, comme de pouvoir faire le mal avec Superman, je verrais pas l'intérêt dans un jeu. Mais là on est sur un délire d'open world où tout est permis. Et puis Aquaman c'est pas vraiment comme Superman, il y a encore ce délire où il a des armes et il s'en sert quoi. Le harpon, par moment il plante des mecs quoi. Donc voilà. L'idée c'est est-ce que les baleiniers qui sont sans scrupules, tu leur mettras juste un coup de poing dans la tête pour les assommer et tu rendras leur bateau non viable quoi, tu détruiras leur bateau mais tu ne les tueras pas eux, ou est-ce que les baleiniers tu vas arriver, tu vas les embrocher avec ton harpon, ou alors tu vas faire renverser le bateau par une baleine quoi, pour que les mecs se noient. Comment tu vois, je pense que ça peut être intéressant à faire dans un jeu Aquaman ça, le système du karma. Évidemment, vous allez me dire c'est ultra punitif si tu joues en karma full mauvais, parce qu'à la fin t'as pas accès à Atlantide, mais c'est le but. À la base, il faut quand même pousser le joueur à faire le bien. Et donc deux gameplays différents, deux gameplays distincts, je le rappelle, gameplay de combat et de déplacement pour la partie terre. Arthur peut courir et nager et faire des bonds très très hauts. Quand il est à Amnesty Bay pour se déplacer plus rapidement, et puis quand tu es sous l'eau, évidemment, déplacement ultrasonique. Faudrait que ce soit rapide, mais il faudrait pas que ce soit abusé, parce que faut qu'on sente que tu es un super héros et que tu nages à une vitesse dingue, mais il faudrait quand même que la navigation reste cool et que tu te prennes pas tous les récifs coralliens dans la tête quoi. Donc il faudrait que ça reste limpide et jouissif. Donc il faudrait que la vitesse de nage soit élevée mais pas trop, pour que ça reste plaisant à jouer, avec des combos, des coups propres à quand tu es sous l'eau évidemment. Il y aurait donc des ennemis, forcément, les ennemis qui patrouilleraient un peu partout sur la map, les gardes Atlantes d'Orm, voilà, qui seraient en patrouille en dehors d'Atlantide. Donc par moment tu te baladerais, tu tomberais sur une patrouille de 10 gardes d'Orm qui te chasseraient, donc il faudrait leur régler leur compte, une fois de plus pacifiquement ou pas, ça dépend de vous. Attention à ce que vous faites, parce que si jamais vous avez un karma mauvais et que vous tuez tout le monde, lorsque vous allez reprendre sur la dernière mission du jeu, la ville d'Atlantide, les Atlantes, je parle du peuple, des citoyens, vous mettront des bâtons dans les roues. Donc attention à ça. Et si jamais vous arrivez à Atlantide sur la dernière mission où il faut arriver dans la ville et reprendre le contrôle, si jamais tu arrives avec un bon karma, que les gens parlent de toi en bien, que les gens t'adulent en Atlantide, les Atlantes se joindront à ton combat. Et ils iront combattre de leur côté les gardes d'Orm en fait, voilà. On aurait des prédateurs naturels qui seraient des ennemis avant d'être contrôlés. Le système d'analyse, tant que tu les as pas analysés, ils sont hostiles. Des anacondas, des requins, des orques, des alligators, etc., etc. En fonction des zones, je le répète.
On aurait, si jamais tu as un mauvais karma, forcément tu aurais les forces de l'ordre des humains et l'armée, quand tu serais dans la partie terrestre qui te chasserait. Et même dans la partie aquatique, on peut imaginer des sous-marins, on peut imaginer des plongeurs, des scaphandriers qui viendraient te foutre des bâtons dans les roues. J'ai noté des chasseurs de primes, donc là on imagine des plongeurs d'élite, tu sais, armés avec des harpons, des trucs qui viendraient te casser les couilles. Si jamais, une fois de plus, tu as un mauvais karma et que les humains en ont après ton cul. Tu aurais les super vilains traditionnels d'Aquaman, Fisherman, Scavenger, Charybdis, Manta, Orm, le Bugala, etc., etc. Tu aurais leurs sbires, leurs hommes de main, et tu aurais évidemment les braconniers, donc les pêcheurs, les baleiniers, ce genre de trucs. Le contrôle animal, c'est là-dessus que je voulais revenir justement. Parce que ça c'est un point non négligeable du jeu. Je veux dire, c'est quand même la base du personnage. Le fait de pouvoir contrôler les animaux aquatiques. J'ai noté quelques exemples. Comment ça fonctionnerait? Par exemple, si tu contrôles des requins, évidemment un requin c'est un dévoreur, c'est un prédateur, donc il serait très utile durant les séquences de combat aquatiques. Donc par exemple, quand tu te battrais contre des gardes atlantes, mettons la scène. Tu as 15 gardes atlantes qui viennent te chasser, tu es au fin fond de la flotte en train de chercher des costumes, des trucs, des objets à collecter. Tu te fais attaquer par 15 gardes d'ormes. Coup de sonar. Si tu as un requin qui passe dans les environs et qu'il a été analysé, tu peux le contrôler. Donc à partir de là, tu sélectionnes le requin et le requin vient t'aider. Évidemment, c'est pas toi qui le contrôle directement, si tu veux. C'est le requin, c'est un PNJ contrôlé par le PC, quoi. C'est une intelligence artificielle. Toi, tu ne le contrôles pas, c'est pas toi qui joues le requin, si tu veux. Ça, éventuellement, le fait de pouvoir directement jouer les animaux que tu contrôles, ça pourrait être cool, mais pour un numéro 2, tu vois. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, les requins, évidemment, si tu appelles un requin, t'imagines bien que lui, il va pas s'occuper de savoir si t'as un bon karma ou un mauvais karma. Lui, il va couper des têtes, quoi. Il va couper des têtes, il va bouffer des bras. Donc attention à ça, quand tu appelles le requin, forcément, ça va faire descendre ta barre de karma. Attention à ça. Par contre, si tu veux un combat beaucoup plus pacifique, tu peux appeler d'autres créatures. Par exemple, tu peux appeler, je sais pas, des dauphins. Des dauphins peuvent venir t'aider au combat, donner des coups de bec. Tu te prends un dauphin dans le bide, t'es pas bien, tu vois. Donc tu peux appeler des dauphins, tu peux appeler des pieuvres qui balanceraient des jets d'encre, des jets d'encre qui te permettraient de fuir le combat si jamais t'es dans la merde. De te dissimuler aux yeux des gardes qui t'attaqueraient, enfin des PNJ hostiles qui t'attaqueraient. Donc tu aurais quand même d'autres types d'animaux qui te permettraient de garder un gameplay bon, tu vois, enfin comment on appelle ça, un bon karma. Donc les pieuvres qui balanceraient de l'encre, pourquoi pas des méduses ou des anguilles qui balancent des décharges électriques aussi, voilà, ça neutraliserait mais sans tuer les PNJ hostiles. Donc ça pourrait être très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type d'animaux que tu peux contrôler? Donc les dauphins te permettraient de nager plus vite. Au début du jeu, quand tu as une vitesse de déplacement qui est à 0, que tu n'as rien amélioré, si jamais tu as pu analyser un dauphin, qui seront très faciles à analyser puisque ce ne sont pas des prédateurs, et ben là ça pourrait être cool de nager en tenant la nageoire caudale du requin, la nageoire dorsale du requin, et ça te permettrait de traverser des distances beaucoup plus rapidement qu'avec ton level 0. Voilà. Après, quand tu serais à la fin du jeu level 10, j'imagine que tu nageras plus vite que les dauphins, ou aussi vite qu'eux, donc du coup ça sera moins intéressant. Mais voilà pour ce qui est des dauphins. Et puis ce qui peut être cool aussi avec les dauphins, c'est qu'ils ont un sonar, et donc l'idée ce serait qu'ils puissent au début du jeu te prêter leur sonar, un sonar qui serait directement niveau 8, quand toi au début du jeu ton sonar ne serait que niveau 0. Donc là une fois de plus, ce serait des animaux très utiles en début de partie. Tu mets un coup de sonar, ton sonar toi au début il est level 0, donc il va à 5 mètres. Si jamais tu as un dauphin qui passe par là, tu peux lui demander de balancer un coup de sonar, et là, bam, le sonar il va à 50 mètres, quoi. Voilà. Ça peut être sympa. Une fois de plus, quand tu es level 10 en intelligence et que tu as ton sonar au max, il n'y aura plus d'intérêt à appeler les dauphins pour le faire. Donc voilà pour ce qui est des dauphins. Les dauphins pourront également prévenir Arthur de certains événements aléatoires, comme des poissons piégés dans des filets de pêche, ce genre de choses, des animaux en détresse. Ça pourra déclencher des missions secondaires, des nageurs qui sont en train de se noyer. Voilà, les dauphins pourraient venir t'alerter de ça. Les baleines, tu pourrais t'en servir pour carrément renverser des chalutiers ou des bateaux de pêche, des bateaux de braconniers.
Ça pourrait être super cool. Les orques, pareil. Les orques, tu pourrais même t'en servir pour chasser des requins. Si jamais au début du jeu, tu n'as pas le contrôle sur des requins marteaux et tu te fais attaquer par 3 requins marteaux, et que par contre tu as contrôlé un orque à 100%, enfin que tu as analysé un orque à 100%, qui passe dans ton champ de, dans ton champ de sonar, quoi, l'orque pourrait éventuellement venir chasser le requin qui t'emmerde. Voilà, ça peut être cool. Les poissons pêcheurs, donc c'est les petits poissons qui font de la lumière avec la lanterne qu'on trouve dans la fosse des Mariannes. Donc là l'idée ce serait, quand tu descends dans la fosse des Mariannes, de pouvoir les appeler, qui se placent tout autour de toi, en cercle, voilà, qu'ils soient plusieurs, 5 ou 6, qui se mettent tout autour de toi en cercle et qui t'accompagnent partout où que tu ailles pour t'éclairer les lieux. Là ça pourrait être super sympa. Après vous allez me dire, Oz, Aquaman il voit dans le noir. Je suis d'accord qu'Aquaman il voit dans le noir, il a les yeux fait exprès pour aller justement dans les zones très très sombres et voir tout ce qui s'y passe. Mais là on parle d'un jeu vidéo, donc il faut agrémenter le truc, quoi, tu vois. Donc ça pourrait être cool. Les méduses on en a parlé. Et puis on pourrait contrôler des petits poissons, des plus petits poissons très faciles à analyser, qui eux pourraient être envoyés en reconnaissance pour prévenir d'un danger dans une caverne. Par exemple, si tu visites une caverne, tu sais pas ce qu'il y a dans la caverne, tu n'oses pas trop y aller parce que tu n'as pas beaucoup de santé ou quoi, tu envoies des petits poissons, tu les envoies dans la caverne et ils reviennent pour t'expliquer ce qu'il y a dans la caverne, si c'est safe ou pas. Voilà. Oublie pas que tu parles aux poissons. Ou alors si y a un groupe d'ennemis non loin, tu vois un groupe d'ennemis assez loin par ton sonar, t'envoies des petits poissons et les poissons viennent te dire combien ils sont, comment ils sont armés, à quel level ils sont, les ennemis, etc. Voilà. Donc des petits poissons pourront être contrôlés pour être envoyés en diversion aussi, en diversion pourquoi pas. Par exemple, tu te fais attaquer par un groupe de gardes, tu peux envoyer des bancs de poissons. Tu vois, tu as un banc de poissons de 200 poissons qui passent à côté, tu l'envoies sur les gardes et ça le neutralise. En tout cas, ça te permet de dissimuler ta fuite de manière tout à fait pacifique. La partie scénaristique, c'est le nouveau gros chapitre. Donc là, c'est un scénario qui tient sur un post-it. Je m'emmerde pas avec ça. Le but du jeu, c'était vraiment de vous expliquer comment je ferai fonctionner les mécaniques de gameplay pour un jeu Aquaman. Le scénario, on s'en contrebalance, hein, je vais quand même vous le dire. Ocean Master renverse Arthur au début du jeu, cinématique. Tuto où tu essayes de défendre Mera. Et là, en fait, tu as Ocean Master qui arrive dans la salle du trône avec des gardes à lui qui l'a soudoyé. Et du coup, tu dois te battre pour ta vie. Parce que là, tu comprends qu'en fait, Orm, il a manipulé le peuple pour te renverser. Donc ça, c'est le tout début du jeu. Et là, on peut avoir déjà un didacticiel de combat, voilà, pour t'apprendre les touches, les machins. Cinématique, Arthur qui perd le combat, qui prend un sévère coup sur la tête, très très violent, et qui est laissé pour mort et qui est dégagé d'Atlantide. Orm qui refaire la barrière autour d'Atlantide, et Arthur qui dérive au-delà de la barrière, laissé pour mort comme j'expliquais. Inconscient. À ce moment-là, le dauphin ou la dauphine, Porm, le retrouve inconscient, gisant au large d'Atlantide et le conduit jusqu'à ce qu'il deviendra l'Aqua Cave, jusqu'à cette grotte. Donc là, on commence le jeu avec un Arthur qui vient de se faire chasser du trône, qui a été sauvé par le dauphin Porm. Porm, c'est la femelle dauphine qui a, entre guillemets, sauvé Arthur et qui l'a élevé dans l'origin story originale d'Aquaman. Donc là, un petit clin d'œil, elle serait de retour, Porm. Et on pourrait imaginer que dans le scénario plus tard, elle se fasse tuer. Par Ocean Master, par un garde d'Ocean Master ou un bras droit d'Orm, ou par Black Manta, bref, histoire de rajouter un petit peu de tension. Tu vois. Mais elle serait là, Porm, et donc elle vous conduirait au début du jeu jusqu'à l'Aqua Cave, et là tu commences le jeu, voilà, et t'es dans l'Aqua Cave, il n'y a rien, c'est juste une grotte sous-marine, il n'y a que dalle, c'est à toi, petit à petit, au fur et à mesure de ta progression, de la faire évoluer comme Batman fait évoluer sa Batcave. Arthur, frappé d'amnésie partielle à la suite de son mauvais coup qu'il a reçu, devra retrouver ses pleins pouvoirs et ses pleines capacités, ainsi que le chemin de l'Atlantide pour reprendre de force le trône et chasser son demi-frère Orm, qui a enfermé la ville sous la barrière protectrice. Je crois qu'elle s'appelle la couronne de corail, mais j'ai pas envie de dire de conneries, il faudrait que je relise Aquaman Rebirth. Et qui retient Mera. Alors Mera, dans le jeu, elle n'aurait pas de réelle importance.
on la verrait dans les cinématiques, mais elle serait retenue prisonnière dans la ville d'Atlantide. Et en très gros, pourquoi est-ce que je l'ai cantonné à ce rôle, Mera? Tout simplement parce que Amber Heard, et du coup il faut pas trop la mettre à l'écran. Non, je déconne. Non, la véritable raison, c'est que Mera, c'est un personnage avec lequel... Alors, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais que j'aurais beaucoup de mal à gérer dans un jeu vidéo. C'est tout simplement parce que ses pouvoirs sont beaucoup trop craqués. Et voilà, la meuf, elle maîtrise l'eau dans un environnement aquatique. Qu'est-ce que je fais avec elle? Donc c'est pour cette raison qu'elle serait pas un personnage jouable, parce que là, comment on fait Mera dans un jeu qui se passe sous l'eau? Quel pouvoir on lui donne? Quelle est la limite de ses pouvoirs? Là, ça serait hyper compliqué à faire. Et de ce fait, je ne veux pas vraiment la voir dans le jeu. C'est triste, mais voilà, le but c'est de l'écarter, parce que sinon, c'est la porte ouverte à toutes les foutaises. Elle est craquée la meuf, donc bon. Tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de choses à faire avec ce personnage, et que voilà, il y a autre chose à faire que des jeux Batman ou des jeux sur Team Drake, si tu veux. Là j'en ai un peu plein le cul quand je vois les projets qui sont annoncés. Il y a un jeu Wonder Woman, heureusement, ça fait plaisir. Après, pour l'instant il n'y a rien de vraiment confirmé, on a juste vu un teaser de 5 secondes et pas de news depuis, donc ça me fait un peu peur. Ça se trouve, c'est typiquement le genre de truc qui se produit lorsque les jeux sont annulés en cours de route. C'est-à-dire que tu n'as plus de news, tu as juste un teaser de 5 secondes dans lequel tu vois rien, et après... silence radio, on ne tient pas au courant de l'avancée du jeu, et après on t'explique 2 ans après que le jeu il a été annulé, ça fait 6 mois quoi. Voilà. Donc attention à ça, mais voilà, un jeu Aquaman, je pense que ça n'a jamais été fait, un jeu avec un gameplay sous-marin comme cela. Alors il y en a d'autres, il y a des jeux où tu vas sous la flotte, il y a Subnautica, il y a Maniteur, il y en a plein d'autres, mais là le fait d'incarner vraiment un super-héros sous l'eau, il y a matière à faire. On pourrait donc s'inspirer, moi mes bases d'inspiration pour avoir imaginé ce jeu sont le jeu vidéo Mad Max. Voilà, je le répète, t'as un désert à perte de vue, t'as plusieurs zones, t'as plusieurs boss par zone, et chaque zone, malgré le fait qu'on soit toujours dans le désert du début à la fin du jeu parce que c'est Mad Max, donc t'es soit en Australie, soit en Namibie en fait, c'est les lieux de tournage des films, mais c'est toujours désertique. Mais ce que je trouve cool dans ce jeu, c'est qu'en fonction de chaque zone, il y a quand même des éléments de décor qui diffèrent. T'as une partie avec des geysers un petit peu volcaniques, t'as une partie où t'as du sable fin type Sahara à perte de vue et des dunes à perte de vue, donc du coup t'as jamais vraiment le même biome. T'es dans un désert, mais t'as jamais vraiment le même biome. En fonction des régions, t'as vraiment une impression de voyager. Donc ça c'est très très cool, il faudrait s'inspirer de ça. Chaque zone océanique, chaque zone sous-marine, serait complètement différente. Donc ça c'est l'inspiration Mad Max, avec ce système open world, avec ses bases aussi, le système de base que tu améliores. Inspiration Maniteur évidemment. Maniteur pareil, jouer à cet excellent jeu où tu incarnes un requin, ça c'est excellent, et pareil du début à la fin, c'est toujours un gameplay aquatique, tu es toujours sous la flotte, mais tu commences dans les marécages, après tu es dans une rivière, après tu es dans un lac pollué, après tu es dans l'océan à perte de vue, enfin voilà, et c'est ça qui est super cool sur ce jeu, c'est que t'as jamais l'impression d'évoluer dans le même environnement alors que tu es quand même dans la flotte. Donc ça c'est super cool. Et autre inspiration, évidemment, pas des moindres, Spider-Man 2, le jeu vidéo auquel j'ai joué quand j'étais ado sur GameCube, au niveau des événements aléatoires qui se déclenchent, des civils à sauver, de la liberté et surtout du kiff. Du kiff au niveau du déplacement, parce qu'il faut que ce soit ça avant tout le jeu Aquaman. Avant la partie scénaristique, avant tout ça, avant le lore, avant tout ça, le but d'un jeu vidéo de super-héros, c'est de te faire kiffer. C'est que manette en main, t'es des vraies sensations de jeu. Que tu kiffes nager sous la flotte avec Arthur, que tu puisses taper des putains de sauts en dehors de l'eau, enfin des trucs hyper artistiques, hyper acrobatiques en dehors de la flotte, que tu puisses atteindre des vitesses folles, que tu puisses plonger dans la fosse des Mariannes. Voilà, il faut que ce soit ça un jeu Aquaman, il faut vraiment kiffer tout le potentiel du personnage, tout comme c'était le cas sur le jeu Spider-Man 2 sur GameCube à l'époque, où vraiment tu avais des vraies impressions de voltige, c'était pas complètement craqué, tu pouvais te balader extrêmement vite dans Spider-Man 2, vraiment, à la fin quand tu étais level max en balancement, tu allais à des vitesses incroyables, mais tu te prenais pas tous les bâtiments dans la gueule en fait, ça restait kiffant à jouer, le gameplay était aux petits oignons, il faut que ce soit ça avant tout. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, je représente, et j'espère voir ça un jour, mais je n'espère pas trop. Ciao les amis.